Eh bien, nous nous retrouvons pour ce dernier plateau en guise de revoir. En tout cas, on espère se retrouver l'année prochaine avec Mélanie Lebris, Patrick Chamoiseau, Jean-Michel Le Boulanger, notre président, et Pascal, bien sûr, avec qui on a animé ce café littéraire depuis l'ouverture l'autre jour. Alors, je me disais, je ne sais plus par cœur le poème de Baudelaire qu'on mettait. Tu le sais par cœur, toi? Moi non plus. il était sur les pochettes. Oui, on le mettait sur les pochettes. Tu connais pas Jean-Michel? C'était Étonnant voyageur, quelle Étonnant noble histoire. Vous avez dans les yeux... Eh ben, je ne sais plus. Voilà, c'est ma mémoire de fromage. Mais c'est pas grave. En fait, je voulais faire ça. Non, c'est ça. Si j'avais su, je l'aurais réécrit. Parce que je voulais que Patrick nous dise un mot de ce livre et de Baudelaire Jazz, voilà, qui est son actualité. Oui, oui, ça peut paraître curieux qu'on ramène Baudelaire dans l'univers de la plantation, l'univers du jazz, mais quand on compare la grammaire poétique de Baudelaire à la grammaire poétique des jazzman, on s'aperçoit qu'on a la même intensité en termes de liberté. Les poèmes de Baudelaire, apparemment, ils sont très classiques. Il n'y a pas de révolution langagière apparente comme on a chez Rabelais, par exemple, ou dans d'autres formules qui viendront par la suite, Verlaine, Rimbaud, etc. On a une sorte de classicisme, et à l'intérieur de cette forme classique, Baudelaire va se livrer à des cassures, à des faux accords, à des disharmonies, à des irruptions de choses inattendues, à la langue soutenue et brusquement déraillée par un terme plus ou moins ordinaire, enfin bon, quelque chose d'absolument incroyable, ce qui fait que la belle harmonie poétique se retrouve dans des processus de rythme qui ressemblent très largement à la polyrythmie africaine qui accompagne dans les plantations esclavagistes le conteur créole. Et l'autre élément, c'est que la vie de Baudelaire va commencer avec un voyage, un bateau. Son beau-père voudra se débarrasser de lui, comme il était dans la débauche à Paris et tout ce qui faisait Baudelaire, qui commençait à faire Baudelaire, on a voulu l'éloigner de Paris, donc on l'envoie vers la Réunion, vers l'île Maurice, en disant comme ça, il va sur les tropiques et puis il va se calmer. Et le voyage de Baudelaire sera un moment absolument incroyable parce que ça va fonder la structure même de sa poétique. Le navire, le voyage, l'azur de l'océan qui rejoint l'azur du ciel, la grande lumière, et sur les odeurs, les parfums, et puis surtout l'ailleurs. Quand Baudelaire va revenir en France, parce que le voyage sera interrompu, il revient avec l'ailleurs à l'intérieur de son imaginaire. C'est-à-dire que l'esprit de Baudelaire est un esprit qui est à la fois ici et ailleurs, exactement dans cet esprit que Michel Lebris, lorsqu'il a fondé avec d'autres ce festival, cette possibilité de dire que la mer, les bateaux, les grands horizons nous ouvrent vers un ailleurs et que l'ailleurs doit être avec nous. Et l'ailleurs était symbolisé auprès de Baudelaire par Jeanne Duval, qui était une noire, qui restait à côté de lui et qui, malgré la vie de débauche et de disponibilité sensorielle de Baudelaire, il a toujours gardé Jeanne Duval, qui était une noire, pour montrer à quel point il avait complètement intégré dans sa vie quotidienne, il avait intégré l'autre possibilité. Et ce qui m'a frappé beaucoup chez Baudelaire, c'est ce que nous connaissons tous, d'abord cette compassion infinie, capacité de compassion infinie, de disponibilité totale, qui rejoint ce dont nous avons besoin aujourd'hui quand dans le poème Le Cygne, il pense à la douleur d'Andromaque, il dit « Andromaque, je pense à vous ». Et le simple fait de penser à la douleur d'Andromaque, il va penser à tous les exilés, à tous les Africains, à une Africaine malade, il va penser à tous les vaincus. Et il aura cette phrase extraordinaire « À quiconque a perdu ». Je pense à quiconque a perdu ce qu'on ne retrouve jamais. Le quiconque a perdu, ça veut dire que quelle que soit la douleur, quelle que soit la souffrance, elle est la mienne, elle est quelque chose qui me concerne. Et c'est important parce que si la douleur lointaine est capable de m'émouvoir, Baudelaire n'a pas besoin que la douleur soit proche, un peu comme on le voit en Europe, ou la douleur ukrainienne
qui crée une proximité, déclenche un élan de compassion qu'on ne retrouve pas lorsque les personnes viennent de plus loin. Donc on voit véritablement que la grammaire poétique est véritablement une grammaire humaine et qu'elle nous enseigne l'ouverture et la présence au monde. Et puis le dernier point, c'est le fameux poème que tout le monde a appris, les correspondances. Baudelaire établissait une correspondance pratiquement entre tout. Tout se touche. Une charogne, une pomme, un parfum, un phare, une couleur, un arbre. Un peu comme une pensée animiste, il y a quelque chose qui permet à toute chose vivante de rentrer dans des systèmes. Ça ressemble un petit peu à la pensée écologique que nous sommes obligés de récupérer, changer nos rapports aux animaux, changer nos rapports aux arbres, changer nos rapports aux vivants. Baudelaire l'avait d'emblée. Donc cette grammaire poétique-là, c'est exactement celle qu'auront les grands jazzmen, parce qu'ils vont faire preuve d'une liberté absolument incroyable, et cette liberté va concerner toutes les musiques du monde. Le jazz est capable de prendre n'importe quelle mélodie du monde et d'en faire un horizon absolument précieux. C'est pourquoi d'ailleurs le jazz est la musique de la modernité. C'est pas notre ami Patrice Blanc-Francard qui dira le contraire, je pense. Alors, ce livre, c'est une méditation poétique et musicale sur Baudelaire. Oui, c'est coécrit avec Raphaël Imbert, oui. Qui est un grand jazzman, saxophoniste, qui vit à Marseille, qui est le directeur du conservatoire de Marseille maintenant. Et justement, j'ai fait une rencontre avec Raphaël Imbert autour de ce livre qu'il a écrit, qui s'appelle Jazz Suprême, où il prend des figures de jazzmen qui sont... en quelque sorte, selon lui, initié, mystique, prophète. Il parle de Coltrane en particulier. Il parle de voodoo. Et je me dis, entre ce que tu es en train de dire et finalement les intérêts déjà de Raphaël Imbert, je me suis dit c'était assez logique que vous vous retrouviez finalement. Ah oui, c'est tout à fait logique. En plus, ce qu'il y a de puissant dans un orchestre de jazz, ce n'est pas l'orchestre communautaire avec lequel on pourrait désigner l'orchestre philharmonique. Là, c'est véritablement un ensemble organique qui s'exprime. L'orchestre de jazz, c'est presque une guerre civile. Ce sont des individuations très fortes qui se rencontrent dans une improvisation permanente. Et l'improvisation de l'un lance l'improvisation de l'autre, et ça fait des surgissements du génie humain. Et quand on regarde la poésie de Baudelaire, c'est composer un personnage. Baudelaire a perçu très rapidement que ce qui allait devenir important, c'est le phénomène urbain, que dans ces grandes villes, la grande ville parisienne qui commençait à prendre une extension, il n'y avait pas un peuple, mais il y avait une foule de solitude, et sa propre solitude, il allait la plonger dans les autres solitudes. C'est véritablement un solitaire qui compose un personnage de dandy, exactement comme le sont les grands jazzmen. Ce sont des individus, et comme ils sont complètement solitaires pour s'exprimer, ils improvisent. Et la structure du jazz, c'est véritablement l'improvisation. Et l'improvisation, c'est une sorte de composition instantanée qui vient à la fois de la sensation, de l'émotion et du concept. Voilà, on va s'arrêter là parce que tout à l'heure, tu vas aller prendre ton car et tu vas la rater. Et ça va être toute une histoire. Jean-Michel de Boulanger, si vous ne le connaissez pas, il faut absolument que vous lisiez ce livre qu'il a coécrit, qu'il a présenté aussi, avec Mohamed Loueslati, qui est un imam, responsable national de l'aumônerie musulmane pénitentiaire, et Jean-Paul Vesco, qui est évêque d'Oran, en Algérie depuis 2012, et c'est trois voix et donc Jean-Michel de Boulanger qui est athée, agnostique, vous choisissez ce que vous voulez, et c'est cette discussion autour de ces termes, une fraternité, des fraternités, paru aux éditions Bayard. On en dit un mot quand même. J'espère. Pour nous, on l'a pas reçu sur le café littéraire. C'est plus une option. Voilà, on a envie de dire que la fraternité n'est plus une option parce que la terre est menacée, parce que l'humanité est menacée, parce que l'humain, ce qui construit l'humain, est menacé. Dans la Méditerranée, 50 000 morts, on détourne les yeux. Où est notre part d'humanité? Où est l'humain là-dedans? L'Ukraine qui saigne, c'est l'Europe qui saigne, le monde tel qu'il est, la terre qui brûle en Turquie ou au sud du Sahara. Bon, bref, on est dans un monde, on le dit souvent, globalisation, mondialisation, enfin, disons les choses telles qu'elles sont. La terre brûle.
brûle et l'humanité est menacée. Alors est-ce qu'on construit toujours des discours sur les États-nations nés du 19e siècle et donc construisons des murs pour protéger ces États-nations autour de discours sur la pureté, sur la souche? Certains le font. Nous, on se met résolument du côté du combat parce que ça ne va pas de soi, ce n'est pas une incantation, on ne saute pas sur son fauteuil comme un cabri, comme disait le général de Gaulle, en disant fraternité, fraternité, fraternité. Non, c'est une somme d'associations, de projets, de gens, tout simplement, qui ont envie de dépasser le nous initial, liberté, égalité, fraternité, c'est la fraternité au sein de la République, la fraternité au sein de l'islam, ils sont frères, la fraternité au sein de l'Église catholique, ils sont frères. Oui, respectons ces fraternités-là, mais disons que nous avons aujourd'hui besoin, nécessité, ce n'est plus une option, d'une fraternité qui englobe ces fraternités-là. Voilà, d'où le titre « Une fraternité », parce que la terre brûle, des fraternités que l'on respecte, mais qui s'intègrent à la condition humaine. La fraternité est un combat. Oui. C'est nous, ce sont ces différents nous, hein, les nous de la fraternité républicaine, de l'islam, etc. Ce sont les fraternités de demain avec le S final de la sagesse. Des fraternités. Un S qui change tout. La fraternité universelle ne pourra jamais avoir la prétention d'éliminer les fraternités locales, nationales, culturelles, cultuelles, toutes et heureusement légitimes. Et même la sororité. Dans les fraternités, il faut inclure évidemment la sororité, les sororités. Évidemment, notre devise date de 1880, pour revenir à la liberté, l'égalité, fraternité. 1880, c'est l'affermissement de la République en France. C'est aussi un moment où l'on parle du suffrage universel. J'insiste sur le mot universel. C'est un siècle masculin, c'est-à-dire que le suffrage universel, c'est le suffrage masculin au XIXe siècle. Mais il est universel dans la phraséologie du temps. Et on invente donc, enfin, du moins on inscrit dans la devise le mot fraternité. C'est un mot daté du XIXe siècle, qui illustre le XIXe siècle, et qu'il faut savoir dépasser vraisemblablement aujourd'hui. Et on le dit que dans les nous qui composent cette fraternité, il y a aussi la sororité, justement. Alors Mélanie et Patrick, vous avez co-dirigé ce livre. Elle ne veut pas qu'on dise co-dirigé parce que... J'ai vu ça après, je me suis dit, c'est gentil, mais... Enfin, tu as participé. J'ai participé. Tu as participé puisque tu as écrit aussi dans ce livre. C'est un ouvrage collectif qui fait suite au premier, qui avait été co-dirigé cette fois par toi, Patrick, et par Patrick Chamoiseau et par Michel Lebris. Voilà, et c'est un livre qui s'intitule « Refusons l'inhumain », les écrivains aux côtés des migrants. Je voudrais que vous en disiez un mot. C'était... Vas-y, vas-y. Non, Mélanie. juste pour dire, voilà, c'est vrai que quand tu es revenu vers nous en me disant, voilà, je pense que le bouquin avait commencé à être pensé, je ne sais plus quand, c'était en 2020 La première édition? Parce que... Celle qui précédait? Oui. Ah, c'était... Non, c'était avant. Alors, bien c'était avant. Oui, non, c'était avant. C'était 2018, je crois. Le Covid a perturbé Oui. le rapport au temps. Mais c'est vrai que c'était tout naturel là pour nous cette année de réfléchir à une programmation autour de ces questions-là parce qu'elles sont terribles et en même temps d'expliquer aussi un petit peu pourquoi dans le festival, mais en même temps ça me semble tellement évident. Donc voilà, c'était l'idée aussi de réfléchir à une programmation aussi dans le cadre du festival autour de ces thèmes-là, et puis plein d'auteurs proches du festival qui ont participé à ce recueil. Et important de dire que les droits d'auteur aussi seront reversés au GISTI, qui est l'association d'aide aux migrants, et qu'il y a, j'ai pas compté là combien il y a d'auteurs qui ont participé cette fois à cet ouvrage. Mais ils sont tous très nombreux et tous enthousiastes. Oui. L'idée, et Michel Lebris avait ce souci-là,
un festival littéraire, ce n'est pas simplement un lieu de divertissement, c'est un lieu de connaissance. Et cette connaissance est une connaissance poétique. Et il accordait à cette connaissance poétique une place aussi déterminante que pourraient l'être toutes les autres formes de pensée, à commencer par les approches scientifiques. Donc un phénomène aussi meurtrier que ce qui se passe dans la Méditerranée doit faire aussi l'objet d'une connaissance poétique. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, si on accepte que des gens meurent en Méditerranée, si on trouve ça normal, si on se dit qu'il est impossible de les recevoir, ça veut dire que l'imaginaire s'est desséché. Et quand un imaginaire est desséché, le seul moyen de réinsuffler, je dirais ce que tu disais, l'espérance, c'est-à-dire l'espérance, c'est quoi ? C'est réinsuffler du possible. Et il faut faire appel aux artistes de la langue, à tous ceux qui sont profondément humains. Ils sont profondément humains parce que ce sont des créateurs. L'acte de création, être créatif, créateur, c'est véritablement ce qui caractérise un être humain. Quand un être humain est diminué, lorsqu'il est dominé, ce qu'on lui enlève, c'est sa capacité de création. Donc un festival comme celui-là auquel j'ai participé, j'ai ressenti tout ce brassement d'idées, ces échanges, ces présences, ces écoutes, les gens qui sont contents, tous ces livres qui circulent. Moi, j'ai découvert des livres que je n'aurais jamais rencontrés dans mes petites promenades littéraires. C'est absolument formidable et c'est un lieu de connaissance poétique qui est absolument important. Et il faut que la politique habituelle se dépasse, une sorte de métapolitique qui réintègre la connaissance poétique dans ces dynamiques. Et il faut absolument poursuivre et amplifier le étonnant voyageur. Ah ouais. Je rebondis sur ce mot d'amplifier, parce que moi, je trouve que c'est à la fois inquiétant et encourageant. Il y a une gradation entre les titres. Il y avait « Osons la fraternité » et là, c'est « Refusons l'inhumain ». Et je trouve que, à la fois, c'est inquiétant, parce que ça veut dire que, hélas, ça va pas mieux et ça va peut-être pire. Et en même temps, le cri est encore plus fort. La voix s'exprime de manière plus forte. Ça veut dire que l'humain n'est pas donné. Et l'inhumain fait partie de l'humain. Et si on ne fait pas attention, la partie inhumaine de notre humanité risque de prendre le dessus. Et c'est pourquoi il nous faut revisiter toutes ces valeurs qu'on répète et qui ont l'air complètement inutiles, fraternité et hospitalité. Prendre le temps de réfléchir à ce que ça veut dire hospitalité au monde vers lequel nous allons et propulser dans ce monde vers lequel nous allons, je dirais, une exigence de fraternité, une exigence d'hospitalité qui a toujours été présente dans toutes les cultures archaïques. Il n'y a pas une seule culture archaïque première qui n'ait pas des dispositifs d'accueil de celui qui vient. Et brusquement, on s'aperçoit dans le monde moderne, à un moment où la science est à son comble, que le développement semble parvenir à des sommets, on accepte que des êtres humains meurent pour des raisons d'État ou des raisons économiques ou de je ne sais quelle autre raison nationaliste ou absurde. C'est absolument inquiétant. Donc c'est notre tâche aujourd'hui de refréquenter ces notions-là, mais les refréquenter non pas en expert économique, politique, mais avec simplement le souffle du cœur, un peu comme Baudelaire, qui pense à Andromaque et puis il s'ouvre à la totalité du monde. Redécouvrons la fraternité, redécouvrons l'hospitalité et faisons une sorte d'exigence poétique. Alors juste un mot pour finir quand même. Madame la directrice, Monsieur le Président, cette 32e édition vous a comblé ? Moi, j'ai ressenti plein d'émotions. Enfin, en fait, j'ai toujours l'impression dans le festival de prendre une perfusion d'humanité en fait pendant 3 jours et ça ça redonne de l'énergie pour après en fait. Je sais pas, moi je le ressens de ma place. Je sais que les écrivains aussi, quand ils ressortent des débats, ils sont aussi rechargés aussi d'humanité. On l'espère vous aussi. On l'espère vous aussi. Et on doit dire aussi. On va laisser le président répondre à cette question quand même d'abord. Content de ce premier festival en tant que président ? C'est gonflé d'organiser un festival à Saint-Malo parce qu'il suffit de regarder ce qu'il y a derrière nous. Il y a une telle force dans l'environnement, là, autour de nous. C'est gonflé parce qu'il faut être à cette hauteur-là. Et j'ai l'impression, c'est peut-être
enfin j'espère que vous allez me conforter dans cette impression. J'ai l'impression que l'émotion, l'humanité qui sort de toutes ces rencontres, de tous ces débats, est à la hauteur du paysage qui nous environne. Et c'est une manière d'habiter poétiquement le monde. J'ai vraiment l'impression que les émotions partagées dans toutes les salles, la foule qui était là, c'est une traduction très concrète de cette phrase toute simple: habiter poétiquement le monde et oser regarder les éléments naturels qui sont là d'une certaine manière, les yeux dans les yeux. C'est-à-dire qu'on fait un tout. Moi, je me promène. Il y a des gens qui me disent merci. Ce matin, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais c'est extraordinaire votre festival, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. » Eh bien oui, il faudrait que ça soit remboursé par la Sécu. C'est une épidémie de santé. Tous les livres devraient Une épidémie d'émotion, c'est une épidémie de santé. Je suis désolé. Voilà. Eh bien, face à l'épidémie qui nous a mis à genoux, une autre épidémie. L'épidémie de santé, l'épidémie d'humanité, l'épidémie de réjouissance, de sourire, basée sur quelque chose qui est essentiel et qui n'est pas le simple divertissement, Patrick le disait, basé sur du sens et du sensible. Voilà, c'est la mission d'Étonnants Voyageurs, et comme c'est un au revoir, je le confirme, c'est un au revoir. Parce que l'inquiétude que l'on pouvait avoir à la veille de l'édition, les gens viendront-ils, seront-ils là, partiront-ils avec appétit? Eh bien, vous étiez là. Merci du fond du cœur, vous étiez là. Ce qui veut dire qu'il y aura Étonnants Voyageurs du 23 au 29 mai 2023. Merci, Président. Voilà, merci. Alors, je laisse à Mélanie le soin de dire un mot quand même à toutes nos équipes. Voilà, je voulais vraiment, je pense à toute l'équipe là qui a travaillé. Petite équipe. Petite pas équipe. Si nombreux. Belle équipe. Ouais. Ouais. Qui a travaillé vraiment d'arrache-pied depuis 2 mois là pour rendre tout ça possible, et vraiment un grand merci. J'ai trop peur on a toujours peur d'oublier des gens. d'oublier des gens, mais voilà, ils savent tous qu'on pense à eux. C'était vraiment, Jean-Michel en parlait tout à l'heure, j'ai jamais eu une édition aussi tranquille, en problème. Enfin, personne m'appelait. Je disais, qu'est-ce qui se passe? Et donc c'est bon signe en fait, c'est pareil. Et on a eu aussi une préparation très tranquille. Même Jean-Michel arrivait dans les bureaux avant le festival, il disait mais c'est bizarre, on dirait pas que... et c'est vrai que cette année, je sais pas pourquoi, il y avait un vrai désir là de monter ce festival, un vrai bonheur pour toute l'équipe, je crois. Et c'était très très doux comme préparation. Et puis ça a continué pendant le festival, donc c'est assez merveilleux. Je pense que on remercie Michel de nous avoir si bien formés. Mais et merci vrai. À toi, Mélanie, tu as fait un sacré gros et beau boulot. Et merci à Maët. Oh oui. Non, Pascal. Maët, Pascal. Et merci à Pascal, c'est ce que j'allais dire. Oui, à Stéphanie, à Oriane et à Mickaël qui étaient de TVR, qui ont enregistré donc les plateaux, à Camille et Jean-Michel qui étaient au son. Jean-Michel, bonne retraite. Je sais que c'est ta dernière année avec nous. Merci à toi. Tu as toujours été formidable avec nous. Et puis, toutes les équipes techniques à remercier, bien sûr. Hein. Oui, et puis dire un petit mot sur l'équipe quand même, peut-être des permanents du festival. Il y a Lucie qui a géré toute la partie programmation, choix des auteurs aussi, rédactionnel du site internet et du programme Télérama. Marion qui s'est occupée de toute la partie jeunesse, scolaire, de la maison de l'imaginaire.
Gaël qui s'est occupé de toute la logistique, de changer les billets d'avion des auteurs qui changent d'avis. Non, à qui on demande de changer aussi. Ouais. Et non, mais tout ça a vraiment été géré d'une manière magnifique. De Mathieu qui s'est occupé du cinéma. Valentin qui nous a assisté sur les réseaux sociaux. Clémence qui s'est occupée de toute la partie des bénévoles. Une deuxième Clémence aussi qui nous a aidés à la logistique. Les rédacteurs et rédactrices de bio et ouais, du catalogue. On va plus y arriver. J'ai dit Valentin. On a dit Valentin. Et je voudrais ajouter quelqu'un, je vous demanderais vraiment de l'applaudir. Et c'est du fond du cœur. On a eu un régisseur général pendant 30 ans dans ce festival qui s'appelle Jean-Yves Philippe et qui prend sa retraite. Il a été le régisseur général de ce festival pendant près de 30 ans. Oui. Il mérite des applaudissements. Merci à Jean-Yves. Parce que Jean-Yves, c'est lui qui a mis en place aussi toute l'équipe qui continue maintenant et qui va continuer. Il faudrait remercier aussi notre service de presse. Il faudrait remercier. Oh, il y a tellement de gens. Je sens qu'on oublie quelqu'un d'important. Et les bénévoles. Et voilà, c'est ça. Oui. Les bénévoles, nos assistants plateau, Clara et Olivier. Tous les bénévoles qui nous aident à chaque fois. Et Leïla et Margot qui étaient là cette année aussi, aux côtés de Marion, de Lucie, qui ont fait un boulot formidable. C'est ça. Oh là là. Et puis tous les animateurs, les animatrices, les traducteurs, les traductrices. Les interprètes. Sans les interprètes. Les animateurs. Non, mais vraiment, c'est pas facile parce qu'on a une sacrée équipe d'animateurs, une sacrée équipe de professionnels. Parce que c'est toujours une course, le fait de finir le programme. Et chaque jour est compté. Ils ont à peine un mois pour préparer tout ça, même des fois 3 semaines. Et ils le font vraiment. Ils sont très, très bons. Ouais. Et on va terminer en saluant la présence de Monsieur le maire de Saint-Malo. Monsieur le maire est là. Eh ben, merci à la ville de Saint-Malo aussi. Et à toute l'équipe de la ville. Merci, Monsieur le maire. Vraiment, merci. Il y a une bienveillance envers nous, beaucoup de solidarité et on l'apprécie beaucoup. Merci. Et les naïcs pour les expositions. Oh, les naïcs, tu vois, oh là là, on oublie toujours. C'est toujours risqué de... Et Isabelle qui s'occupe de la culture à la ville aussi. Oh là 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 là. La prochaine fois, on fera... avec la liste qu'on a, un grand tableau comme ça, pour n'oublier personne. Merci. Merci à vous, surtout à vous. Merci à vous, sans qui ce festival n'existerait pas. Allez, bonsoir à tous, bon retour et puis à l'année prochaine.